Et ce matin, je suis ravie de recevoir dans nos studios à Bruxelles Evelyne Guzzi, écrivain. Bonjour Evelyne. Oui, bonjour Lise, Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. avec Et bien plaisir. entendu, comme on est au cœur de cette actualité difficile en Israël, Evelyne, vous avez pris votre plume pour écrire une nouvelle sur le thème des otages. Alors, c'est une fiction et on va commencer par vous écouter nous lire cette nouvelle et ensuite on en discutera avec vous et on parlera également de votre livre Belgique, ce qui reste quand on a tout oublié qui vient de sortir, hein. Evelyne Guzzi, le micro est à vous, on est tout oui. Voilà, bien bonjour à tous et bonjour à toi Lise. Donc le titre de la nouvelle c'est Rendez-moi ma licorne. Je ferme les yeux et je la vois, ma licorne. Son regard doux, sa crinière arc-en-ciel, son pelage blanc comme l'était ma tasse de lait du matin. Mes parents m'avaient promis cette merveille pour mon anniversaire. Je t'offre une trottinette, avait dit papa. On attachera une tête de licorne au guidon, avait complété maman. Ainsi, tu partiras à la conquête des nuages. Elle a toujours été pleine d'imagination, ma maman, à me raconter des histoires, comme si la magie existait dans la vraie vie. Elle y croyait tellement que je me prenais au jeu. Aujourd'hui, c'est difficile. Mais à l'époque dont je vous parle, pendant le mois qui a précédé mon anniversaire, je me suis mise à compter les jours en inscrivant des cœurs dans mon carnet pailleté. Au bout de 30 cœurs, elle était réelle, ma licorne. Alors, j'ai visqué le casque rose que m'a offert ma grand-mère sur mon crâne et je suis partie à l'aventure. Mes parents couraient derrière moi. Depuis que je suis ici, chaque jour, je tente de me remémorer cette sensation. La caresse du vent, les rires de papa et maman, mon cœur grisé par tant de liberté. Pourtant, aujourd'hui, il ne s'agit plus de décompter le temps, mais de le compter pour garder le sens de la réalité. La dame qui dort à côté de moi, elle s'appelle Ronit, elle me l'a dit comme pour me rassurer, m'a donné quelques pages du carnet qu'elle avait en poche au moment où on nous a amenés. Nous partageons son crayon et tous les jours, je dessine une étoile. Jusqu'à hier, j'espérais qu'au 30e jour, comme la dernière fois, mon rêve se réaliserait, que je reverrais ma licorne. Le monde nous a-t-il oubliés ou bien enterrés ici, une fois pour toutes, dans ce tunnel sans fin où j'ai été traînée alors que je criais sans cesse. Mes ravisseurs m'ont fait taire d'un coup de crosse. Au moins laissez-moi ma licorne, avais-je hurlé avant de m'effondrer. Je me souviens où elle est, dans le garage, derrière la maison. J'ai vite compris que personne n'irait la chercher. Le garage, derrière la maison, et au-delà, toutes les allées du kibboutz que j'arpente depuis que je suis petite, je les connais par cœur. Pour me donner du courage, je me remémore chaque chemin, chaque champ. Je suis sur le dos de ma licorne, mon magique destrier, et je pars à la conquête de ce vaste espace en imagination, comme maman m'y a si souvent invitée. Je croise les voisins et leurs enfants, Gad et Maya. Où sont-ils aujourd'hui? J'essaie de laisser cette question loin derrière moi pour retrouver la chaleur réconfortante de ce coin de paradis, comme le surnommait papa. Mais mon cœur bat trop vite, j'ai du mal à respirer, et 1000 sensations surgissent en moi brutalement, avant même que j'aie pu évoquer mes autres amis. Une odeur de brûlé, un goût de sang, des cris d'horreur, des bruits stridents, des coups qui pleuvent, des mains qui m'arrachent à ma pauvre cachette, et la vue de maman surtout, les cuisses ensanglantées, le regard hagard, coincé entre ces hommes hilars qui lui crachent dessus. Je n'aime pas trop en parler. Depuis, je sais que les vrais méchants n'existent pas que dans les histoires. Mais ma maman était en vie et pour moi c'est le plus important. Quand je la reverrai, je la prendrai dans mes bras et je lui ferai un énorme câlin, de ceux qui réparent quand on a un gros bobo. Pour moi ça a toujours marché. Mais ma licorne, j'espère qu'ils ne lui ont pas fait de mal. Dans la vraie vie, pas sous la terre, pas dans ce tunnel sans fin où nous dormons à même le sol, où ne nous lavons presque pas, mangeons et buvons à peine, où nulle lumière ne pénètre à part celle de rares sourires. Donc je veux dire, sur la terre, Ronit est institutrice. Ici, elle a décidé de s'occuper de moi. Elle ne me demande pas de raconter. Et je ne sais pas grand-chose non plus sur ce qui l'a amenée dans ce tunnel sans issue, à part qu'elle était à une fête dédiée à la paix, près de la frontière, et qu'elle y dansait avec les amis lorsque les barbares ont débarqué. En revanche, elle adore me faire dessiner. Chaque jour, je reçois une feuille de son précieux carnet, elle me donne une nouvelle consigne. Hier, c'était de représenter mon monde.
J'ai décidé de créer un jeu, comme celui de loin, un parcours quoi, avec des épreuves symbolisées par des dessins. Donc au centre, un grand trou, rien. Mais ne sommes-nous pas dans le néant? Mais que cache ce rien? Je lui explique. Un volcan recouvert d'un lac glacé. S'il explose, c'est pourquoi il vaut mieux relever les défis et gagner. Comment? En avançant. Je lui montre un caillou. La partie plate vaut 1 point, la bombée 2, et je trace le chemin pavé d'épreuves. Tête de mort, monstres, diables et loups, flammes, explosions, voilà le monde qui nous entoure alors que nous sommes dans le trou. Elle esquisse un sourire forcé, puis me dit « Jouons alors !» Mais qu'est-ce qu'on gagne si on parvient à franchir les étapes? La liberté. Je pense ma licorne, mais je lui dis ma liberté. Ma licorne, c'est ma liberté. Je la dessine à la fin du parcours pour me donner du courage. C'est un peu toujours les mêmes qui viennent nous surveiller. En général, ils parlent la langue de l'antitétionniste, comme ils disent. Il leur arrive de nous raconter des trucs ou de nous faire des reproches, c'est selon. Finalement, ça nous permet de les connaître un peu. L'un d'entre eux, lorsqu'il nous apporte à manger et à boire, un peu, trop peu, pointe toujours un doigt accusateur sur nous. C'est de votre faute si nous manquons de tout. Vous bloquez l'aide humanitaire au point de passage. À cause de vous, nos petits ne reçoivent même pas ce que vous êtes en train de manger. Sans parler des missiles qui leur tombent sur la tête. Ici, vous êtes protégés. À chaque fois, je pense que je ne suis qu'une enfant. Et que même si j'étais dehors à l'air libre, je ne pourrais rien faire. Mais Ronit m'a dit de ne rien répliquer afin d'éviter que la colère ne tombe sur moi. Donc je me tais. Le pire, c'est les bombardements à l'extérieur, un bruit assourdissant et des secousses terribles. Chaque fois, il faut des heures pour s'en remettre et remercier le ciel d'être toujours en vie. Cela attise la colère de nos bourreaux. Les tiens, ces chiens de juifs, tu penses que les tiens se soucient de toi, qu'ils tentent de te récupérer? Écoute les bombes au-dessus de notre tête, ils se fichent de te tuer. Du moment qu'ils nous atteignent, nous, ils préfèrent garder nos combattants dans leur prison que de vous échanger contre eux. Un de ses complices y a un tout autre langage. Notre force est d'aimer la mort plus que nous aimons la vie. Au paradis, certes, 72 vierges seront à moi, et lorsque meurt un martyr, des centaines d'autres sortent de terre. J'en ai des frissons, mais je me tais. Je pense que maman m'attend, et ma licorne aussi. Je ne sais pas quand prendra fin cet enfer. J'essaye de rester courageuse, de penser à maman dont je devrais soigner les blessures à coups de baiser. Alors chaque jour, je la dessine méticuleusement, chaque fois plus belle, chaque fois plus proche. Je la dessine et ma licorne aussi, pour les rendre vivantes. Un jour, j'ai demandé à ma grand-mère si elle croyait en Dieu. Elle m'a répondu non, mais que je n'étais pas obligée de penser comme elle. Je devais chercher au fond de mon cœur ma propre conviction. Je lui ai dit, alors je décide que Dieu existe. Parce que je le sens là en moi, comme maman, comme ma licorne. Elle m'attend dans mon paradis perdu, le kibboutz où je suis née, le kibboutz où j'ai failli mourir. Les licornes sont immortelles. Voilà. Merci Evelyne. Très émouvant et malheureusement très réaliste aussi. Alors, racontez-nous dans quel cadre vous avez écrit cette nouvelle, Evelyne Gugé. Eh bien, je pense qu'on a chacun notre façon de réagir aux événements et comme chacun d'entre nous, j'ai été extrêmement perturbée par le pogrom qui a eu lieu le 7 octobre, par les prises d'otages et par le sort des enfants, d'autant que je suis moi-même grand-mère, donc je sais comment parlent et jouent les enfants. J'ai des petits-enfants en Israël, donc je me suis aussi inspirée de ce qu'ils m'avaient dit, de leur jeu, de leur scénette pour voilà, inventer ce qui est là, qui n'est pas la réalité, mais qui est proche enfin de ce que peut vivre un enfant dans des circonstances bien moins dramatiques. J'insiste sur le fait que mes petits-enfants en Israël vont très très bien. Et il se fait que j'ai écrit 3 livres sur le terrorisme, un essai, 2 fictions, des articles, des cartes blanches, et que lorsque tout ça est arrivé, je me suis trouvée dans un état d'impuissance extrême, en me disant, ben, si après tout ce qui a été fait, moi je suis qu'une petite grain, enfin un grain de sable dans le désert là-dedans, mais plein de gens ont écrit, ont parlé, ont discuté, ont expliqué, ont parlé éthique. Si après ça, les gens n'ont pas compris, est-ce qu'ils vont comprendre maintenant avec ce qui se passe en Israël? Est-ce que finalement la fiction, dans des moments comme ceux-là, ne serait pas la meilleure façon de dire le monde? Alors la fiction n'est pas la réalité, mais elle peut recéler une vérité, en tous les cas, un ressenti, un point de vue,
qui est, je dirais presque neutre, les points de vue. Un enfant qui a peur, c'est quelque chose d'universel, quel qu'il soit. Et mon besoin à moi est de plus en plus de fixer les choses par la fiction. Et c'est ce que j'ai fait également dans mon dernier livre qui est paru. Donc ceci, je tiens à préciser que c'est paru dans le cadre de la revue Marginal, qui est une revue de nouvelles enfin, qui est quand même importante et renommée en Belgique. C'est paru hier. Et cette revue paraît en partenariat avec le journal Le Soir. Et la première raison pour laquelle on se voyait aujourd'hui est la parution en fait de mon livre qui s'appelle Belgique, ce qui reste quand on a tout oublié. Voilà, je pense que Didier est en train de montrer le livre. Et donc voilà, ce livre part en fait de la même démarche. Comment dire le monde par la fiction, alors que parfois on se trouve bien faible avec l'argumentation, avec ces arguments en fait qu'on peut ressasser sur des tas de sujets pendant des années. Chacun tourne en rond et se renforce en argumentant, en argumentant. Est-ce qu'il y aurait une autre façon de dire les choses de façon calme, apaisée et je dirais même poétique? Alors justement, il y a un vrai point commun, on va dire malheureusement, depuis le début de cette guerre en Israël et de ce pogrom du 7 octobre, on est obligé de faire la comparaison avec la Shoah, Evelyne, et vous vous occupez de mémoire, et notamment de mémoire de la Shoah de manière constante, on va dire. Mhm. Et il est question, dans Belgique, ce qui reste dont on a tout oublié, des pavés de la mémoire qui Oui. sont à Bruxelles. C'est des pavés de la mémoire. Dans ce cas-là, ils sont à Charleroi. Et donc, en fait, justement, il s'agit de sortir de notre propre traumatisme, de notre propre douleur pour pouvoir la partager avec d'autres et pour pouvoir rendre ce que nous avons ressenti et vécu plus universel. Donc, en fait, la nouvelle à laquelle vous faites allusion évoque évidemment les pavés de la mémoire, mais qui sont découverts par une petite fille africaine qui vit dans un quartier de Charleroi, presque par hasard par le biais d'une cliente. Donc, j'ai pas envie de dévoiler le contenu de la nouvelle parce que tout le monde sait que l'art de la nouvelle, c'est sa chute. Donc, si je raconte l'histoire, c'est foutu pour le lecteur. Mais effectivement, il s'agit de le prendre par un autre biais, un biais plus universel, par le biais, par exemple, de l'exil, par le biais de la souffrance, qui est évidemment incomparable à la Shoah. Comme d'ailleurs, je comparerais ce qui s'est passé en Israël plutôt à un pogrom et à la période qui a précédé la Shoah qu'à la Shoah. Pour moi, voilà, on n'est pas du tout dans le même mouvement et dans la même chose, mais on est dans ce qui a précédé, donc il faut y être attentif. Oui, je disais ça parce que c'est aussi la couverture du livre Bien tout de sûr, même, donc oui, oui. voilà, donc chez Care Édition. En tout cas, votre vœu, comme toujours, on voit par petites touches, et là, c'est vrai que dans la nouvelle, j'avais retenu le caillou, et cette fois-ci, ça faisait le lien avec les pavés de la mémoire. Votre but, c'est de faire un tableau par petites touches, en fait, de la Belgique, Evelyne. C'est un tableau par petites touches de la Belgique et dans le même temps, parce que finalement, une collection où l'on demande chaque année à 4 auteurs belges, par petites touches, voilà, de donner un tableau impressionniste de leur Belgique. Donc la mienne, j'ai voulu me donner une contrainte d'écriture supplémentaire qui était celle de la mémoire, qui est ce qui reste quand on a tout oublié. Et ça veut dire que chacun des personnages, donc chaque fois je change de peau, je suis de toute couleur, de tout sexe, de toute origine, enfin voilà, je change de toute époque et même d'époque du futur. Chaque fois, je me trouve dans la peau d'un personnage qui est face à cette question de la mémoire. Qu'est-ce qui va rester après ce que j'ai vécu? Qu'est-ce qui va rester quand j'aurai oublié ce que j'ai vécu de terrible? Qu'est-ce qui est important pour moi? Ça peut être l'alphabet en français pour un réfugié. Voilà, ça peut être un parfum d'enfance, ça peut être les fleurs en papier crépon qu'on fait à Knox. Ça peut être des tas de choses différentes. Ça peut être des choses aussi plus profondes, l'amour d'un défunt, quelque chose qui l'évoque, comme un magnolia, comme un étang. Ça peut être des tas de choses et ces choses sont symptomatiques d'un certain esprit, d'une certaine ambiance qui peut régner en Belgique et ça tourne autour de la poésie.
C'est très joli. Alors, Belgique, ce qui reste quand on a tout oublié, chez Care Édition d'Evelyne Guizier. Vous êtes en dédicace jeudi 16 novembre chez Filigrane. À quelle heure, Evelyne? À 18 heures, donc chez Filigrane, avenue des Arts, bon, l'endroit bien connu de tous. Jeudi à 18 heures, je serai ravie de pouvoir partager avec ceux qui viendront. Donc je ne serai pas seulement en dédicace, mais c'est une table ronde avec 3 autres auteurs de la collection. Donc ça risque d'être vraiment très intéressant et très doux par les temps qui courent. Voilà, je serai heureuse d'offrir ce moment de douceur et de communion à tous ceux qui seront là. Evelyne Guzy, auteure, merci beaucoup d'être venue et le studio vous est toujours ouvert. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup, Lise.